Bon, en 20 minutes, je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes des différentes solutions d'infrastructures collectives en habitat collectif. Bon, Enedis, juste un petit rappel, on distribue l'électricité du 20 000 volts au 220 volts sur 95% du territoire français. Voilà, donc ensuite, il y a quelques communes, il y a Grenoble, il y a Metz, Strasbourg, qui ont d'autres distributeurs. C'est à moi d'avancer, c'est vrai que… Voilà. Alors, on va commencer effectivement… alors, il n'y avait pas le quiz avant, c'est après c'est après. Juste vous donner quelques chiffres clés. Donc, le nombre de véhicules en circulation, alors ceux-là sont déjà dépassés, désolé, hein, Clément vous a donné un update, cela date de mars. Clément vous a rappelé qu'on avait plus de 900 000 véhicules électriques et hybrides, 1 million pour la fin d'année. Enedis a des scénarios prospectifs et dans notre scénario médian, c'est-à-dire qu'on a des scénarios qui donnent des chiffres plus élevés et d'autres moins, on est à 17 millions de véhicules en 2035. Donc, vous voyez que c'est quand même assez considérable et il faut qu'on s'y prépare. À date, on a à peu près 1 million de points de recharge installés en France, quel qu'en soit le type de ces points de recharge. Donc, c'est un chiffre clé qui est important, avec à peu près 60 000 points de recharge ouverts au public. On a à peu près plus de 11 000 demandes de raccordement de bornes de recharge publiques en 2021. Je vous ai mis les chiffres pour 2020. Vous voyez qu'on est, ça a été multiplié de plus d'un facteur 3. Et on travaille sur toute la mobilité, pas uniquement sur les véhicules particuliers, mais également sur le transport collectif, sur la navigation fluviale. On a plus de 200 projets développés en partenariat. Clément a aussi rappelé l'importance de disposer d'une solution de recharge à domicile, puisque à date, on a 90%, exactement c'est 89 dans notre dernière enquête BVA, 89% des utilisateurs de voitures électriques qui se raccordent à domicile. Justement, à domicile, il existe deux solutions de recharge de véhicules, soit une prise classique ou renforcée, ou une borne de recharge pour recharger plus rapidement. Et ma question, c'est quelle est la part de l'usage de la prise électrique au domicile? Donc 25%, 50%, 60% ou 80%? Voilà, on va laisser 5 secondes au public pour répondre. 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon, tout le monde a répondu à peu près. Allez, on présente les résultats. Ah, non, voilà, ça s'affiche. Donc, dans les réponses, on a majoritairement 25%, la majorité, donc un tiers des répondants. Ensuite, on a 50-60% et uniquement 30% déclarent que 80% des particuliers se rechargent à domicile. Alors, les réponses. Et la bonne réponse, c'était évidemment 80%. Donc, c'est absolument contre-intuitif par rapport à ce que vous pouviez penser, puisque quand on regarde où se rechargent les particuliers à domicile, hein, c'est issu d'une enquête que l'on fait tous les ans. Ça, c'est celle de l'année dernière, mais on est en train de la réactualiser cette année. À 43%, les utilisateurs de véhicules se rechargent sur une prise électrique classique. On a à peu près la même proportion, à peu près 40% qui se rechargent sur une prise renforcée. Les prises renforcées, c'est des prises intelligentes qui permettent de véhiculer plus d'ampérage. Il y a deux technologies, GreenUp et Witty. Et puis, uniquement 20% se rechargent sur une borne ou une wallbox. Alors, juste un commentaire. Pourquoi? En fait, pour un particulier normal, enfin classique, qui utilise son véhicule pour faire des courses, pour aller à son travail, en France, il parcourt 25 km par jour. Et pour recharger son véhicule avec une prise électrique, en 4 heures, vous rechargez pour 50 km. Donc, ça suffit amplement quand on fait peu de kilomètres par jour. Évidemment, ça n'est pas le cas lorsque vous êtes chauffeur VTC ou de taxi, lorsque vous êtes artisan ou lorsque vous êtes un technicien avec des astreintes. Évidemment, voilà. C'est juste pour placer ce référentiel. Alors, on arrive sur les solutions d'infrastructures collectives de recharge. Il en existe 3 grands types. Le premier type, c'est une infrastructure collective qu'on va connecter dans l'immeuble sur les services généraux. Vous savez, les services généraux, c'est
le circuit électrique qui permet d'alimenter l'éclairage, l'ascenseur. C'est une solution qui est rapide, qui est en général pas très coûteuse, mais qui présente un inconvénient majeur, c'est-à-dire qu'elle dépend vraiment de la puissance disponible sur ses services généraux. Donc, elle ne permet en général que d'alimenter quelques places. Donc, ce n'est pas une solution qui va permettre d'électrifier l'ensemble du parking et ce n'est pas une solution finalement qui est très pérenne. Néanmoins, je la mentionne parce que dans certains cas, des petites copropriétés ou certains cas particuliers, ça peut être utile. Les deux grandes familles de solutions qui existent, c'est la solution d'infrastructure collective qui est alimentée, qui est desservie par un opérateur de recharge et alimentée en aval d'un point de livraison qu'on va créer dans l'immeuble, et l'infrastructure collective qui est constituée d'une nouvelle colonne électrique. Vous savez que dans les immeubles, il y a des colonnes montantes. Là, on appelle ça les colonnes électriques, donc les colonnes horizontales, qui vont alimenter des points de livraison qu'on va créer sur les places de parking. Voilà, donc c'est ces deux grandes familles que je vais développer ensuite. La famille qui est portée par les opérateurs de recharge et la famille qui est portée par Enedis sur le réseau public. Donc nous, on accompagne toutes les solutions et on va faciliter et travailler pour industrialiser l'approche sur toutes les solutions. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi il est important d'industrialiser l'approche? Parce que le volume va être très important. Je vous ai déjà cité les 17 millions de véhicules, je vous ai parlé de la proportion de recharge à domicile. On a aujourd'hui 14 millions de logements dans l'habitat collectif en France, 2 tiers dans le parc privé et 1 tiers dans le parc social. Et on a fait un calcul sur le nombre de copropriétés équipées. On a estimé ce nombre à peu près à 180 000 en France. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre-là? On a regardé les registres INSEE, on a vu qu'il y avait à peu près 47% des copropriétés qui disposaient de parking. Et ensuite, sur les solutions d'infrastructure collective, on a regardé les copropriétés qui avaient plus de 10 lots, donc des copropriétés de taille de plus de 10 appartements. Voilà. Et donc, l'enjeu est de taille, équiper 180 000 copropriétés en France, alors qu'à date, vous en avez à peu près 2%. Donc, c'est très peu aujourd'hui. Alors, la première solution que je vais détailler, c'est l'infrastructure collective que l'opérateur va proposer à la copropriété. Elle est composée du point de livraison qu'Enedis va créer, à la puissance que nous demandera l'opérateur. Ce point de livraison, la relation va être en général gérée entre l'opérateur de recharge et Enedis, donc ça sera transparent pour la copropriété. Et en aval de ce point électrique que l'on va créer, l'opérateur va installer une infrastructure collective, donc des câbles électriques, des tableaux généraux, secondaires, et il va aller jusqu'à la prise sur la place de parking ou la borne. Il y a donc un contrat et un contrat de service entre la copropriété et l'opérateur. Et là, je dirais, la nature de l'offre de service dépend de l'opérateur. Vous en avez quasiment autant que d'opérateurs, avec des formules assez variées. Donc, sur ce modèle-là, il y a plusieurs méthodes de financement qui existent. Clément a mentionné certains opérateurs qui sont tiers investisseurs, mais il y a également le dispositif de préfinancement qui est disponible par Logivol Territoire, issu de la Banque des Territoires, et qui permet un reste à charge nul pour la copropriété. Donc ça, c'est un avantage majeur. Pour accéder ensuite à la recharge, que fait le résident et que paye-t-il? Il va payer sa bande de recharge et son installation à l'opérateur, c'est en général le modèle que l'on retrouve le plus fréquemment, et il va payer un abonnement à l'opérateur. S'il a choisi le préfinancement, il paiera un droit de connexion, qui est la modalité qu'a choisi le Logivol Territoire pour refacturer le coût de l'infrastructure, dans le cas du préfinancement. Alors, la deuxième solution, qui est la solution où Enedis va créer cette colonne électrique dans les travées des parkings, elle est composée donc de ces câbles qu'on va installer dans l'allée du parking. Elle va être conçue, posée et maintenue par Enedis. Et pour que nous puissions poser cette infrastructure,
il faut que la copropriété fasse ce qu'on appelle des travaux annexes. Ce sont des travaux qui ne sont pas à la charge du distributeur. Notamment, il faut qu'il y ait une terre qui existe dans les parkings pour protéger les personnes et les biens. Donc, il faut la créer, il faut poser ces câbles de terre. Et puis, il y a aussi des percements qui peuvent de plus de 50 mm, sur lesquels il y a des études de structure qu'il faut parfois faire, et donc ils sont à la charge de la copropriété. Donc ça doit être réalisé par un installateur qualifié. Ensuite, en termes de dimensionnement, Enedis crée cette colonne pour desservir l'ensemble des places de stationnement, et on la dimensionne pour que 100% des places puissent être desservies, avec un bon coefficient de foisonnement, parce que vous savez qu'on ne recherche pas son véhicule en même temps. Donc, elle est en capacité d'accueillir l'ensemble des demandes, mais on ne va pas créer un compteur sur chaque place systématiquement. On va attendre ensuite que chaque résident nous fasse la demande d'équipement, de points de livraison sur sa place de parking. Que paye la copropriété ensuite? Eh bien, il va payer le coût, ce qu'on appelle le coût non réfacté de l'ouvrage, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, les 60% restants, et la copropriété va payer le coût des travaux. Les subventions sont ensuite collectées par la copropriété et le résident, il paiera le coût de la dérivation individuelle, c'est-à-dire le petit câble qu'on va créer entre la colonne et le compteur. On va poser un compteur disjoncteur sur la place de parking lorsqu'il nous le demandera. Donc ça, il va le payer également. Et il paiera son point de recharge, une borne par exemple, s'il le demande à un installateur agréé. Ensuite, sur la durée, il doit payer un abonnement, il doit choisir un fournisseur d'énergie. Vous avez différentes offres. Vous avez certains fournisseurs d'énergie, par exemple, qui présentent des offres super hors creuse pour recharger au plus profond de la nuit. Et donc, il faut ensuite qu'il règle son abonnement et sa consommation électrique au fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est la modalité, on va dire, classique, sans préfinancement. Ensuite, la loi climat-résidence a défini un dispositif d'avance de financement qui devrait rentrer en effet dans ces jours-ci, puisque le décret devrait être publié très prochainement. On nous l'annonce même peut-être avant le week-end. La copropriété, ensuite, elle va signer une convention avec Enedis. La durée qui devrait être inscrite dans ce décret devrait être de 20 ans. Et le coût de l'infrastructure sera pris en charge par Enedis, donc couvert par le TURP, qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, pour que le reste à charge pour la copropriété soit nul. Donc, on retrouve la même modalité que pour le Givol territoire. Ensuite, la loi donne la possibilité aux copropriétés de déléguer les travaux annexes à Enedis. C'est-à-dire que le législateur a souhaité faciliter la vie des copropriétés. Plutôt que d'avoir à gérer un autre prestataire pour ces travaux, vous avez la possibilité de les confier à Enedis et dans ce cadre-là, on coordonnera l'ensemble de ces travaux. Et enfin, le client particulier, il va payer, en addition de ce que je vous ai expliqué précédemment, une contribution au coût de l'infrastructure selon un pourcentage qui dépendra du coût de création et de raccordement de cette infrastructure dans votre résidence. Voilà. Donc, le dispositif, il est très simple, reste à charge nulle pour la copropriété. Et ensuite, on facture au fur et à mesure que les résidents nous font la demande de création d'un point de livraison sur la place de parking. Donc, ça, c'est un résumé. La copropriété ne paye rien. À quoi s'engage la copropriété? Au moment de la signature de la convention, elle doit s'engager sur le périmètre de desserte. Elle peut très bien nous dire « Non, non, mais je ne veux pas que 100% des places soient équipées, vous n'équipez que 50%. » C'est au choix de la copropriété. Donc, le nombre de places, elle doit définir le nombre de places à équiper. Et puis ensuite, voilà un résumé de ce que les copropriétaires payent. Le coût de la dérivation individuelle, c'est quelques centaines d'euros, c'est à peu près 200 € lorsque la demande est faite au moment de la création de cette infrastructure, ou je crois que c'est à peu près 500 € plus tard, parce qu'il y a un coût de déplacement. La contribution au coût de l'infrastructure collective, donc là, ça dépend vraiment de la résidence. Et ensuite, elle paye son point de charge et son installation à l'installateur, ainsi que le coût de l'abonnement de sa consommation au fournisseur d'énergie.
Le coût de l'abonnement, je crois, sur les premières puissances, ça doit être à peu près 180 € par an sur le coût de l'abonnement annuel. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble cette infrastructure, ce qu'on appelle cette colonne horizontale? Eh bien, vous avez sur ce petit schéma dans la rue un câble qui circule, qui alimente la résidence. Vous avez le câble qui rentre en limite de propriété dans l'immeuble. On va y poser un petit coffret et tirer un câble pour aller sur ce qui est tout en bas, un petit coffret qui est un coffret de sécurité pompier, afin que si les pompiers étaient amenés à intervenir, ils puissent eux-mêmes couper l'électricité sur l'ensemble des places de parking. Et puis ensuite, vous avez des tableaux qui vont répartir en fait les câbles sur les différents niveaux de parking ou sur les différentes travées du parking lorsqu'ils sont importants. Et vous avez deux photos qui montrent l'installation des compteurs disjoncteurs. Un premier qui est dans un box fermé. Donc là, vous reconnaissez le compteur Linky qui est jaune pétant. Donc là, vous avez ensuite derrière une borne de recharge. Et puis, vous avez une deuxième photo à droite qui présente l'installation quand vous avez un parking ouvert. Quand vous avez un parking ouvert, il faut absolument poser un coffret pour fermer les compteurs disjoncteurs. C'est pour des raisons de sécurité. Et puis, c'est également pour que tout à chacun n'accède pas à votre consommation électrique ou ne puisse vous couper l'électricité. Voilà l'ensemble des solutions. Donc, pour en savoir plus, Clément a mentionné l'excellent guide de l'AVER qui a été développé l'année dernière. Vous avez le lien. On est en train d'engager une révision de ce guide pour y intégrer les dernières dispositions réglementaires avec l'AVER, la FFIE. Vous avez le guide de l'USH. Justement, j'ai mis la table des matières sur lequel on est en train de travailler, qui va être un guide assez pédagogique, qui pourrait être très utile. Et je vous ai remis quelques sites en bas. Le site à devenir, Je roule en électrique, qui est un site qui est vraiment très bien fait pour avoir tout un tas d'informations pédagogiques. Et enfin, les pages sur le site Enedis pour installer un point de recharge, avec notamment de nouvelles pages pour faire des demandes de raccordement en ligne que nous avons retravaillées et sur lesquelles il y aura aussi pas mal d'updates dans les prochains mois. Voilà, je suis prêt à prendre vos questions. Voilà, on peut applaudir Olivier. Merci Olivier pour Enedis. Merci à toi pour cette présentation. Il y avait des questions peut-être du public. Moi, j'en avais aussi. Oui. On va commencer par moi. Finalement, on voit qu'il y a une gestion de projet quand même, sur lequel, si j'ai bien compris, ça, je viens de l'apprendre, c'est vous gérez tout le projet. Vous pouvez gérer le projet et l'installateur et être à l'interface entre la copropriété. Je parle pour l'installation de la colonne. Et donc, comment fait un copropriétaire? C'est-à-dire, il vous appelle et combien de temps ça met entre le moment où je fais ma demande et le moment où finalement j'ai mon infrastructure qui est en place? Alors, nous, on prend en charge la création de cette infrastructure publique. On ne gère pas les bornes, hein, vous l'avez bien compris, nous, on s'arrête au point de livraison électrique. Combien de temps est-ce que ça dure entre la première idée initiale d'une copropriété et le fait de passer en AG? On constate que ça peut être aujourd'hui assez long, ça peut prendre entre 1 et 2 ans, mais c'est aussi parce que c'est un sujet nouveau sur lequel il nous faut faire de la pédagogie pour que finalement l'idée se cristallise plus vite au sein de la copropriété. Donc, notre point de vue, c'est qu'il faut absolument qu'on développe des documents pédagogiques qui soient accessibles à l'ensemble des particuliers pour que ce délai se réduise. On pense qu'à terme, ce délai devrait être inférieur à 1 an, aux alentours de 6 mois, ça devrait être un délai raisonnable. Vous savez qu'en général, les AG, c'est 1 fois par an. Il peut y avoir des AG exceptionnels. Hein. L'ARC pourrait mieux commenter que moi ce point-là. Et donc, il faut absolument qu'on fasse avancer le projet pour qu'il puisse être passé lors de l'AG annuel. Et quand la copropriété vous donne le go, après, derrière, pour déployer de manière opérationnelle les travaux, parce qu'il y a une étude, finalement, Oui, il nous faut une décision en Assemblée générale sur le choix de l'infrastructure. Il y a 2 grandes familles, donc ça, c'est le choix
de la copropriété. Et ensuite, il faut l'acceptation du devis qu'on aura produit. Et c'est à l'acceptation du devis qu'on peut commencer à faire l'ensemble des études détaillées et d'organiser l'ensemble des travaux, sachant que l'objectif, c'est de mettre en service une infrastructure en moins de 6 mois à signature de cette acceptation. Voilà. Et ça veut dire donc, du coup, les copropriétés, il faut qu'elles se mettent en marche dès aujourd'hui. Absolument. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas le moment où j'achète ma voiture, je vais dire, bon, allez, j'appelle Enedis et je vois avec le président du conseil syndical comment on installe. Donc, il faut se mettre en marche pour pouvoir prévoir cette arrivée des véhicules électriques. Ça prend donc, si vous cumulez le temps d'instruction avant de passer en AG et ensuite le temps de réalisation, ça prend entre 12 à 18 mois au mieux. Donc, effectivement, il faut anticiper. Morgane, une question du public à distance, oui. Oui, vous êtes une centaine avec nous à distance. Morgane. Une question de Franck qui demande si l'infrastructure collective est mise en place par Enedis en colonne horizontale, la prime advenir pour cette cible intervient-elle sur le montant restant? C'est une très bonne question sur laquelle nous sommes en train de travailler justement avec l'AVER. A priori, oui. Mais je ne sais pas si Clément est encore connecté. On attend justement une confirmation sur ce point-là en particulier. Est-ce qu'on a Clément encore avec nous? Non, il est parti, Clément? Il est parti. Hein. On n'a plus okay. Clément avec nous. Voilà. A priori, oui, mais nous attendons confirmation. Ouais. Voilà, il y a encore un peu de travail. Il y a une question. Voilà, on va prendre une question là, du public. Stanco, allez. Oui, vous disiez que la copropriété, lorsqu'elle fait la demande à Enedis, elle doit définir le périmètre donc de la desserte. Oui. En quoi ça consiste ce périmètre et est-ce que toute copropriété peut demander d'avoir 100% des places couvertes? Absolument. Ça peut couvrir l'ensemble des places de parking. C'est à la discrétion de la copropriété en fonction de l'usage. Si il y a une partie des places de parking qui ne sont pas utilisées ou occupées, la copropriété peut aussi faire le choix de ne pas demander à Enedis de l'équiper. Voilà, allez, on prend une dernière question. Il y a un monsieur, vous allez… Peut-être on peut se présenter quand vous prenez une question. Là. Voilà, monsieur. Vous êtes un président de conseil syndical, c'est ça? Oui, Jean-Pierre Flûte, président de conseil syndical d'une copro. On est en train de travailler et de réfléchir à ce sujet. Si je comprends bien, il y a deux solutions. Votre solution, la solution Enedis, mais dans ce cas, la copro gère l'approvisionnement, l'installation des bornes, qui s'occupe de la facturation et de l'abonnement. Et puis, il y a l'autre solution où c'est un opérateur qui prend en charge intégralement l'installation, la gestion, la facturation, etc. La copro ne s'occupe de rien, passe simplement une convention, et c'est l'opérateur qui récupère les préfinancements, les subventions. Et je voulais bien comprendre votre solution. Vous installez, vous faites faire les travaux, mais vous avez dit que vous ne gérez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et sur le dernier point qu'on a vu précédemment, est-ce que vous prenez le risque qu'une copropriété décide de confier les travaux d'installation RTE, mais que finalement, il n'y ait qu'un ou deux utilisateurs de parking qui décident de se connecter? Les autres ont la possibilité, mais ne se déclarent pas pendant quelques années, au moins jusqu'en 2035, puisqu'il n'y aura plus de véhicules thermiques en 2035. Donc, est-ce que vous prenez le risque de la connexion progressive des copropriétaires qui ont un parking sur plusieurs années? Voilà, on a compris votre question. Merci, monsieur. Très bonne question. En fait, il y avait deux questions. La première, c'est la limite de responsabilité d'Enedis. Donc, effectivement, tout ce qui est derrière le compteur, c'est du domaine concurrentiel. Donc là, la copropriété peut aussi bien laisser le choix à chaque copropriétaire de choisir sa propre borne ou d'installer juste une prise. La copropriété peut aussi, comme c'est souvent le cas dans les copropriétés pour avoir une uniformité, passer un contrat avec un électricien pour qu'il y ait le même type de borne sur l'ensemble des places et qu'ensuite, chaque copropriétaire passe auprès de cet installateur agréé par la copropriété. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Voilà.
J'ai insisté par mon quiz également sur le fait que la borne n'était pas obligatoire. Ça, c'est important de le rappeler, puisqu'il faut quand même rappeler qu'une borne, ça coûte quand même quelques milliers d'euros. Alors, avec les déductions des primes, vous arrivez à avoir des bornes beaucoup moins chères, aux alentours de 800 000 euros. Mais la borne n'est pas obligatoire. Voilà. Bon. Et donc, ensuite, c'est libre choix du résident de choisir une prise, une borne, et à la copropriété d'organiser cet écosystème en aval du compteur. Sur la deuxième question, est-ce qu'on prend le risque effectivement qu'il y ait peu de demandes derrière? Oui, on le prend, puisqu'en fait, le modèle de financement, c'est un modèle à la maille France. Donc, on sait très bien que dans certaines résidences, on aura un sous-équipement, et dans d'autres résidences, on aura un suréquipement. Et donc, en fait, la logique, c'est une sorte de logique de péréquation pour que l'ensemble s'équilibre. Et c'est justement le type d'échange que nous avons avec notre régulateur, la CRE, le régulateur de l'énergie, pour s'assurer que l'ensemble du financement est bien pérenne. Oui, c'est le seul moyen finalement pour qu'on arrive à équiper et d'aider à l'équipement de tout le monde. Voilà, on peut applaudir Olivier Huet. Merci. Pour Enedis.